Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, dans la catégorie mystère, dans cette playlist mystère, je vous invite d'ailleurs à découvrir et redécouvrir chacune des vidéos qui la composent. Mais aujourd'hui, à la demande de Didier, je vais faire un tirage sur l'homme congelé du Minnesota. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, l'histoire de l'homme congelé du Minnesota est sans doute l'énigme cryptozoologique la plus incroyable mais aussi la plus frustrante de tous les temps. Je vous fais un bref résumé. À la fin de l'année 1968, Bernard Euvelsman, zoologiste belge, séjourne aux États-Unis dans le New Jersey chez son collègue et ami Ivan Sanderson. Un jeune herpétologue, Terry Cullen, les appelle pour leur signaler qu'il vient de voir une curiosité extraordinaire dans une foire à bétail du Midwest. Il explique à Eulmans et Sanderson qu'un forain, Frank Hansen, exhibe dans une sorte de sarcophage réfrigéré un homme sauvage encastré dans un bloc de glace. Le forain présente cet étrange spécimen comme étant un homme préhistorique conservé dans la glace depuis des siècles. Ce qui semble être totalement impossible et pourtant Cullen, fort de ses compétences scientifiques, est convaincu qu'il s'agit du cadavre d'un animal réel et non d'une contrefaçon. Trop de détails semblent réels. Bernard Eulsvelsman, lui, n'est guère convaincu. Il est persuadé qu'il s'agit tout au plus d'un singe rare, peut-être, mais d'un singe quand même. Mais il se laisse convaincre par son ami Ivan Sanderson d'aller examiner cette créature. Les deux compères vont alors entreprendre un long voyage pour aller rendre une petite visite à ce forain. Le 17 décembre 1968, ils pénètrent enfin dans la roulotte de Hansen et peuvent examiner le spécimen de l'homme congelé. Voici dans le détail comment Euvelsmans décrit ce qu'il a observé. Le spécimen était étendu dans un énorme cercueil réfrigéré mesurant intérieurement 2,50 m de long et 90 cm de large. Celui-ci était éclairé intérieurement par des néons disposés latéralement en un verre épais faisant office de couvercle, ce qui permettait de l'examiner. Le spécimen est néanmoins bien visible et de nombreux détails peuvent être vus à travers une glace par endroits aussi claire que du cristal. En certains points toutefois, il est nécessaire d'utiliser une torche électrique ou un spot pour arriver à distinguer de simples contours. Euvelsman et Sanderson sont stupéfaits. Qu'est-ce que c'est? Comment diable a-t-on pu fabriquer un tel spécimen? Les deux scientifiques commencent alors un examen minutieux qui va durer des heures. Ils resteront plusieurs jours sur place pour étudier cet homme sauvage congelé. Le spécimen semble être dans un état de conservation remarquable. Là où du sang est visible, il a gardé la coloration du liquide. Bref, les deux scientifiques sont intéressés et quelque part, leur curiosité est éveillée. Ils distinguent de nombreux aspects humains, des poils. Bref, tout leur fait penser que cette créature est totalement réelle. Mais les deux scientifiques vont très vite constater que cette créature n'est pas un homme préhistorique conservé dans la glace, comme le dit l'enseigne du forain. En effet, ils observent des blessures sur le corps de cet homme singe, qui semblent montrer qu'il a été tué par une arme à feu. Mais toutefois, après avoir examiné ce cadavre sous toutes les coutures pendant 3 jours, Euvelsman et Sanderson sont convaincus de son authenticité. Pour eux, ce n'est ni un mannequin, ni un assemblage macabre de morceaux de différents animaux. Il s'agit bien d'un être d'une pièce totalement inconnue en zoologie. Fort de ces observations, Euvelsman va écrire une note scientifique dans laquelle il donne un nom à son spécimen, l'Homo pongoïde.
et cette note sera publiée par le professeur Capard de l'Institut des sciences naturelles de Bruxelles. Euvelsman est persuadé que son homme pogoïde est une sorte d'homme de Néandertal, relique qui aurait survécu jusqu'à nos jours dans différentes parties reculées de la planète. On imagine aisément l'effet de cette déclaration dans la communauté zoologique et paléontologique de l'époque. De nombreuses institutions scientifiques vont vouloir examiner ce cadavre, mais Frank Hansen va toujours refuser catégoriquement. La question qui se pose, c'est comment Hansen a-t-il pu acquérir ce spécimen, qui s'il est authentique aurait une valeur inestimable. Il va d'abord prétendre l'avoir acheté en Chine, puis se contredire. Il ira même jusqu'à dire qu'il n'est pas le propriétaire de l'homme congelé du Minnesota. Il aurait appartenu en réalité à un mystérieux milliardaire. Explication confuse et peu crédible. Bernard Euvelsman était lui persuadé que l'homme pongoïde venait du Vietnam. Hansen, ancien vétéran de la guerre de Corée et du Vietnam, l'aurait fait revenir et introduit aux États-Unis par des filières illégales. Alors, coup de théâtre, le FBI va commencer à s'intéresser à cette affaire. S'il s'agit d'un homme et qu'il a été abattu, il y a meurtre. Et s'il s'agit d'une espèce exotique introduite illégalement sur le territoire des États-Unis, il faut enquêter. Hansen prend peur et disparaît dans la nature avec sa roulotte et son précieux cadavre. En 1969, Hansen refait surface et recommence à exposer dans les foires. Mais cette fois-ci, il prétend avoir remplacé le spécimen original par une contrefaçon à mannequin. D'ailleurs, tous les zoologues qui vont examiner ce nouveau spécimen vont bien déclarer qu'il s'agit d'un mannequin. Euvelsman, qui analyse des photos de ce deuxième homme congelé, est persuadé également qu'il ne s'agit pas du même cadavre qu'il a pu examiner pendant 3 jours. Il y aurait donc eu un vrai cadavre et ensuite un faux. Y a-t-il eu un vrai Minnesota Iceman? On ne le saura sans doute jamais. En revanche, depuis 2011, il est certain qu'il y a eu un faux Iceman. Rick West, un chroniqueur du Monde forain américain, a relaté dans un livre, avec des photos, comment ce mannequin d'homme sauvage avait été fabriqué. Le mannequin a été vendu sur eBay. C'est le Museum of Wear de Austin, au Texas, qui en a fait l'acquisition. Mais jusqu'à la fin de sa vie, Bernard Euvelsman soutiendra mordicus qu'il a été confronté à un véritable spécimen. Il ne resterait aujourd'hui que des nombreuses photos qu'il a pu faire à l'époque. Elles font partie de la collection Euvelsman, qui a été récupérée par le musée de zoologie de Lausanne. Aujourd'hui encore, elles intriguent le directeur de ce musée. Alors ce que je vous propose, dans le tirage qui va suivre, dans les tirages, eh bien c'est de comprendre, est-ce que c'était un vrai cadavre? D'où venait-il? Supercherie d'un bout à l'autre? Autant de questions que je vais essayer de dénouer et un mystère que je vais essayer d'éclairer. Alors maintenant, la question qui se pose. D'où provient ce que les scientifiques ont pu examiner? Qu'est-ce que c'est? Mannequin? Animal? Créature? Quel nom lui donner? De quel pays cela provient? Et puis aussi, qu'est-ce que c'est devenu? En tout cas, si c'est uniquement mécanique et une supercherie, un mannequin, on le sait, hein, je vous l'ai donné dans l'énoncé du résumé, mais si c'est une créature, qu'est-elle devenue? Alors essayons de poser les questions dans l'ordre. Qu'est-ce que les deux scientifiques ont examiné? Quelle carte représente ce que les deux scientifiques ont pu examiner?
Avec cette carte que je vais remettre un petit peu plus au centre, ça sera mieux pour votre visibilité. On observe la carte de l'eau. Alors bien sûr, face à une question telle que je la pose, qu'elle soit lunaire ou pas, la carte n'a que peu d'importance, voire même pas du tout. Par contre, ce qui m'intéresse tout de suite, c'est l'eau. L'eau qui signifie que quelque chose coule. L'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie sur Terre. Ce qui fait que, avec une carte telle que je la vois, telle que je la ressens, nous avons donc affaire à une créature vivante, où quelque chose coule en elle. La carte de l'eau, c'est aussi une carte d'émotion. Vous me direz avec justesse que oui, la carte lunaire aussi. Mais j'ai préféré ne pas m'intéresser au septénaire pour une fois, pour regarder l'eau. L'eau, c'était ce qui me fait tout de suite comprendre que nous avions affaire à une créature qui avait été vivante. Donc, les deux scientifiques, quand ils ont examiné ce qui était dans le sarcophage glacé, avaient bien vu sous leurs yeux une créature vivante. Alors, quel était le pays d'origine de cette créature? Et nous avons la carte de la trahison. Avec cette carte, il faut réfléchir. Nous avons une carte émotionnelle. Nous sommes dans un cycle lunaire. Et puis, nous voyons un chat. Alors, la première réponse aurait pu être de simplement de regarder sur le net et puis de voir dans quel pays y a-t-il le plus de chats. Mais ça aurait été commettre une erreur. Parce que cette carte porte le nom de la trahison. Alors, si le chat est dessiné, effectivement, mais c'est pas par amour. Non. Et nous sommes plutôt dans un pays asiatique. Car vous connaissez le problème en Asie, enfin si c'est un problème, hein, on n'a pas à juger, enfin moi je ne le ferai pas, eh bien en Asie, on mange du chat. Vietnam, Chine, Indonésie, ce sont des pays mangeurs de chats. Et là, il y a une forme de trahison, on ne les prend pas uniquement par amour, ces petits animaux, mais aussi tout simplement pour les boulotter. Voilà pourquoi, quelque part, l'origine se situe. Alors bien sûr, ce n'est pas défini au pays près, mais quelque part en Asie. J'aurais tendance à dire, j'hésiterais entre Chine et Vietnam, je vous dirais clairement. Mais ça tend quand même à confirmer ce que ce zoologiste belge, ce scientifique pardon belge, a pu émettre comme hypothèse. Alors me direz-vous, puisque c'est le cas, qu'est-ce que cette créature a pu devenir? Alors revenons tout de suite ici. Il semble que pour moi, cette créature, déjà avec la carte de l'eau, vous voyez, il y avait un message comme quoi elle est venue, effectivement, d'une forme d'importation, par bateau. Et cela pourrait expliquer tout simplement l'odeur que les deux scientifiques ont pu, j'allais dire observer, le terme est peut-être mal choisi, mais en tout cas ont pu relever. Panne de système de refroidissement, de surgélation, et effectivement l'odeur de cadavre en décomposition se fait automatiquement sentir, même si quelque part euh, il faut essayer de réfrigérer. Mais pour moi, nous avons bien une créature qui a une origine asiatique. Ce n'est donc pas un homme de Néandertal proprement dit préhistorique, dans le sens là. Je vais ôter Néandertal et je vais dire préhistorique. Nous n'avons pas quelque chose qui est mort depuis des dizaines de millions d'années. Non. C'est quelque chose de récent, c'est une créature récente. Pas très vieille. Alors, maintenant, regardons comment cette créature a pu évoluer pour se retrouver dans ce sarcophage de glace. Et nous allons faire un tirage en croix pour le comprendre. Comment cette créature
a-t-elle pu évoluer pour se retrouver dans ce sarcophage de glace? Alors regardons, et on va examiner ce tirage en croix. Et la première carte ne nous dit rien de particulier. C'est la carte hasard, une carte jupitérienne. Hein, voici ici le sigle de Jupiter. Et je dirais il n'y a rien de particulier avec cette carte, si ce n'est que nous avons une créature, eh bien, qui évolue sa vie sans rien chercher de particulier. Il n'y a vraiment aucune indication. On a quelque chose de tout à fait basique. Et ce qui va contre on va dire, comment je pourrais trouver les mots? Avec cette carte mercurienne, il y a un changement qui s'opère pour cette créature. Il semble que quelque chose change pour elle. C'est le milieu qui change. Visiblement, ce que l'oracle cherche à nous faire comprendre, c'est qu'il y a un changement. Vous voyez ici, Mercure, comme je vous le dis tout le temps, Mercure, c'est la communication, c'est le milieu social, c'est tout ce qui est échange. J'ai le sentiment que quelque part, son milieu naturel change. Parce que le monde social change. Alors, quand le scientifique belge parlait d'une créature qui pouvait vivre, on va dire un petit peu en autarcie, ou je ne sais, ou peut-être recluse par rapport à d'autres choses, il semble bien que finalement le développement de la population dans certaines contrées puisse gêner cette créature qui se réfugie donc ailleurs, comme finalement toute créature le ferait si son milieu naturel était envahi. C'est un petit peu l'idée. Et le conseil, c'est de se méfier de l'homme. Ce qui nous montre bien, là encore, qu'au final, cette créature n'a rien, euh, n'est en rien en lien avec l'homme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Par contre, là, c'est intéressant, car l'oracle nous montre que finalement, euh, cette créature a des sentiments. Ce n'est pas une créature dénuée d'intelligence, ni d'émotion, ni de sentiments. Cette créature a un foyer comme tout le monde, je dirais comme l'être humain. Pardonnez-moi si j'emploie parfois des termes qui ne sont pas appropriés. Mais il y a bien une créature qui vit, qui respire, qui vit sa propre vie selon ses coutumes, selon son mode de vie, que l'on a dérangé de son milieu naturel. Il fallait faire attention à l'homme. Et quelque part, pour moi, cette créature n'est pas une créature unique. En tout cas, à l'époque. Il y a quelque chose dans cette créature. Quelque chose, euh, est-ce qu'on peut appeler ça famille, tribu? Mais elle n'est pas unique. Elle a des sentiments, elle se reproduit. Elle ne se reproduit pas par nécessité, euh, on va dire sans sentiment en tout cas. C'est une créature que je qualifierais d'évoluée quand même. Peut-être sauvage, mais évoluée. Et c'est bien parce qu'elle a été tuée. Ça confirme bien. Vous voyez, cette carte fatalité, on la fauche, c'est la faute de la faucheuse. Nous avons bien une créature qui a été tuée. Ce qui montre bien que cet homme congelé du Minnesota, tel qu'on l'a appelé, était bien d'une créature arrachée de son milieu naturel en Asie, et comme je vous l'ai dit, pour moi Vietnam ou Chine, mais qui a été abattue là-bas. Mais une créature qui n'est pas unique. Alors, regardons aussi maintenant, est-ce que ce type de créature euh, vit encore? Ou est-ce qu'elle s'est éteinte? Comment a évolué
je dirais, je cherche le mot. Je vais dire la tribu de cette créature. Alors regardons hein, tout simplement, est-ce qu'elles existent encore ou pas du tout? C'est l'idée. Alors vous savez, je ne pose jamais de questions fermées avec un oui non. Moi je veux savoir comment elles ont évolué, peut-être qu'elles se sont éteintes. Il semble quand même que, regardez avec le point de départ, la situation au moment où la créature se fait abattre, euh, ça devient compliqué. Et on sent quelque part peu d'éléments survivants. Quelques, quelques créatures, pas beaucoup. Parce qu'avec inconstance, c'est des hauts et des bas, on sent des difficultés de reproduction, des difficultés aussi, regardez, vis-à-vis de l'habitation. Et là, c'est présent. Il n'y a pourtant plus rien contre qui va. Mais il y a aussi un phénomène qui est nouveau pour eux, c'est qu'ils n'arrivent plus à se reproduire. Depuis un moment, il n'y a rien d'autre qui va contre. Ils ne sont pas chassés. Les déplacements qu'ils ont connus sont de leur fait parce qu'ils trouvent que visiblement ils sont dérangés dans leur habitat. Mais vous voyez, finalement, les hommes ne se sont pas aperçus de leur présence. Sauf pour une créature, c'est vrai. Mais il n'y a pas de chasse sur cette créature. Pas de chasse organisée. Non, il n'y a rien de particulier. Sauf qu'elle n'arrive plus à se reproduire. Avec la stérilité, ça nous le montre. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors, le conseil, bon, on ne peut pas donner de conseil à cette créature, bien sûr, en tout cas encore moins à l'époque. Cela aurait été de multiplier les reproductions, mais il n'y arrivait plus. Donc, forcément, ça devient quelque chose d'impossible pour eux. Et nous avons à nouveau la carte du blocage. Vous voyez, ces deux cartes montrent que finalement, c'est une espèce qui est en voie d'extinction et qui s'est éteinte. Clairement, avec cette carte positionnée ici, elle s'est éteinte. Elle s'éteint parce qu'elle n'a plus de continuité pour se reproduire. Et pourtant, quelque part, on retrouvera des traces. Avec cette carte-là renommée, il y aura des traces retrouvées de cette, j'allais dire, de ces créatures disparues aujourd'hui. Même si pour l'instant, même si pour l'instant, on ne les a pas retrouvées. Il y aura quelque chose d'annoncé sur cette créature qui sera retrouvée dans une quarantaine d'années. Alors à présent, il n'y a plus grand-chose à voir malheureusement. Ces créatures ont disparu, elles ne seront retrouvées je vous dis, Vietnam ou Chine, que dans une quarantaine d'années. Mais toujours est-il que les scientifiques ont bien examiné une espèce qui se terrait dans un coin, qui n'était pas humaine, qui se cachait de l'homme, qui était visiblement un proche cousin de l'homme. Pour terminer le tirage, je vais poser la question pour savoir quel, euh, quel lien y a-t-il entre ces créatures et l'être humain. Est-ce que c'est un ancien parent euh, et quand je dis parent, c'est entre guillemets, bien sûr, mais de voir quel lien y a-t-il entre l'être humain et cette créature, un petit peu comme l'a appelé le scientifique belge. Voyons. Alors, vous voyez, nous avons une carte Mercure, pardon, c'est toujours le lien social, l'échange, la communication. Et puis nouvelle, c'est une autre branche de l'être humain, qui n'a pas survécu au fil des siècles, puisqu'il y a une forme d'extinction, puisqu'il ne pouvait plus se reproduire. En tout cas, il ne pouvait plus se reproduire autour de l'année 1970, hein, entre 60 et 70.
Mais vous voyez que quelque part, ça ne nous donne pas une carte ni martienne ni lunaire qui nous aurait donné une autre indication. Là, nous avons une carte mercurienne. Il y a un lien, effectivement, mais d'une autre branche. Nous finirons par savoir quand même. Ça le confirme ici avec cette carte. Donc voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je pense avoir répondu à Didier. Ça vient un petit peu effectivement en confirmation des observations, mais la voyance parfois euh, ne révèle pas obligatoirement le contraire d'observations scientifiques. Heureusement, les observations scientifiques sont en général bien faites. Il faut quand même faire confiance à la science, en tout cas jusqu'à un certain point et suivant certains domaines. Mais vous voyez que là, il n'y a pas un tirage, on va dire, qui vient en opposition à ce que l'on sait, même si on sait peu de choses. C'est plutôt un tirage qui donne une confirmation. C'est intéressant. Et puis quelque part, eh bien, grâce à Didier, j'ai découvert ce qu'était cet homme du Minnesota, car je vous que je ne le savais pas. Je ne connaissais pas cette histoire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des envies j'étudie certaines choses, certains phénomènes mystérieux. Cette rubrique, cette playlist est là pour cela. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos sujets sur uthervoyant@gmail.com. Je les traiterai comme j'ai traité celui-ci avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.